Alors aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez parlante, celle de David Lépine. Imaginez un peu, 28 ans, il est analyste junior à Montréal, gagne 45 000 par an. Ce qui à Montréal n'est pas un salaire énorme, faut le dire. Non, exactement. Et pour lui, chaque fin de mois, c'est l'angoisse. Il consulte son compte, il voit 127 par exemple. C'est très stressant. Oui, ce sentiment d'être coincé, de faire du surplace malgré un emploi stable, c'est une frustration qu'on retrouve chez beaucoup de jeunes actifs. Et c'est là que ça devient intéressant. On va explorer comment une méthode toute simple, l'épargne automatique, a pu transformer sa situation. Tout à fait. On s'appuie pour ça sur un dossier assez complet qui mélange des données économiques, des éléments de neurosciences comportementales et des infos du fonds FTQ notamment. Notre but, c'est de comprendre comment cette automatisation l'a aidé à déjouer, disons, ses propres biais psychologiques. La procrastination, la préférence pour le présent, on connaît ça. Exactement. Pour David, le déclic, ça a été un séminaire d'entreprise. Une formatrice du fonds FTQ, Paul Marchand, présente un concept clé. Payez-vous en premier. Ah oui, le fameux Pay Yourself First. L'idée, c'est pas d'épargner ce qui reste à la fin du mois. Non, c'est de prélever l'épargne dès que la paie arrive, avant toute autre dépense. Ça inverse complètement la logique habituelle. Et là, David comprend un truc essentiel. Compter juste sur sa volonté pour mettre de côté, ça marche pas pour lui. Comme pour beaucoup de monde, en fait. C'est ça. Alors il passe à l'action. Il programme un virement automatique, 150 $ canadiens, toutes les 2 semaines. Hop, dès que le salaire tombe, ça fait quand même 3 900 par an qui partent direct sur un compte épargne. Et au début, c'est pas facile, hein. Les premiers mois, il stresse un peu, il vérifie son compte souvent, il a peur de manquer. Oui, cette petite anxiété de voir l'argent disparaître. Exactement. Puis, au bout de quelques mois, il y a comme une révélation. Il se rend compte qu'en fait, il vit normalement. Il s'est adapté sans même s'en rendre compte. Le cerveau s'habitue, quoi. C'est ça. C'est un mécanisme d'habituation bien connu en neurosciences. L'épargne devient une non-décision, elle sort de son radar quotidien. Et ça change tout. Et le résultat est là. Il atteint son premier objectif, les 3 900 $. Ça doit donner un coup de boost à la confiance. Ah oui, carrément. Tellement qu'il décide d'accélérer. Il augmente le virement à 200 $ bi-hebdomadaire. Objectif, 5 200 $ par an. C'est intéressant d'ailleurs. Il paraît que l'épargne automatique permet d'épargner en moyenne 30% de plus que si on le fait manuellement. Oui, les chiffres le montrent. Parce que ça élimine l'hésitation, la tentation de dépenser avant d'épargner. Chez David, l'effet boule de neige est impressionnant. Après 18 mois, il a combien déjà? 15 600 $ de côté. Et après 2 ans, son capital atteint 20 800 $, sans compter les intérêts éventuels si l'argent est placé. Et là, on parle plus seulement d'un chiffre. Ça ouvre des portes, concrètement. L'idée d'acheter un condo, par exemple à Hochelaga-Maisonneuve. Mais ça devient réaliste, alors qu'avant c'était peut-être impensable. Dans le contexte actuel, avec la hausse de l'immobilier et l'anxiété financière des milléniaux, c'est une vraie transformation. Ça illustre bien comment on peut hacker sa propre psychologie en quelque sorte. Utiliser les biais cognitifs à notre avantage. Tout à fait. C'est le principe de l'économie comportementale popularisé par Thaler. Au lieu de lutter contre notre tendance à repousser ou à préférer l'immédiat, on met en place un système qui travaille avec. Moins de décisions égale moins de fatigue décisionnelle. Mais attention, ce n'est pas sans risque non plus, j'imagine. Si on automatise trop fort ou sans réfléchir. Oui, il y a des pièges. Le premier, c'est le risque de découvert si le virement est mal calibré par rapport aux dépenses incompressibles. Faut quand même garder une marge de sécurité. Bien sûr. L'autre risque, c'est un peu le pilote automatique. On met en place et on oublie, on ne vérifie plus si le montant est toujours adapté, si l'argent est bien placé, s'il ne se fait pas grignoter par l'inflation sur un compte qui rapporte rien. Alors, comment on fait pour éviter ça? Pour garder les avantages de l'auto sans les inconvénients? Quelques règles de base. D'abord, la diversification. Ne pas tout mettre au même endroit. Ensuite, utiliser les bonnes enveloppes fiscales, qui optimisent le rendement net d'impôt. Et surtout, jeter un œil régulièrement. Voilà, 1 ou 2 fois par an, faire un petit bilan. Est-ce que ça correspond toujours à ma situation, à mes projets? L'automatisation, c'est un outil puissant pour démarrer et tenir bon, mais ça ne remplace pas un minimum de suivi. Ce qui est marquant chez David, c'est que ça va au-delà de l'argent. C'est aussi une question de confiance, de reprendre le contrôle. Exactement. La leçon, c'est peut-être que créer un environnement qui facilite les bonnes habitudes, c'est souvent plus efficace que de juste compter sur sa discipline. Ça démocratise l'accès à l'épargne. Et ça peut inspirer l'entourage aussi. Tout à fait, l'effet d'entraînement. Donc pour résumer, l'histoire de David, c'est celle d'un gars ordinaire qui, grâce à un simple virement automatique, a réussi à reprogrammer son rapport à l'argent et à passer de l'anxiété à un projet concret comme devenir propriétaire.
Et ça nous amène à une question un peu plus large pour conclure. Si une petite automatisation peut avoir un tel impact sur nos finances, qu'est-ce que ça pourrait donner si on appliquait ce principe à d'autres domaines de nos vies? Quelles autres habitudes on pourrait construire en sortant notre volonté, parfois un peu Limité? limitée, de l'équation?